On a parlé hier comment j'ai atterri à Ecodin. Et parmi les conditions, il y avait, je vous ai dit, le hizb, l'enseignement. Mais moi, ma condition, j'en avais qu'une seule. Une seule condition. Je n'ai négocié ni le prix, ni quoi que ce soit. J'avais une seule condition. La régularisation. Je ne veux pas travailler dans le noir. Et ils m'ont promis, comme quoi ils vont faire le nécessaire pour que je sois quelqu'un qui pratique et qui est dans sa fonction en clarté et que la situation va être déclarée à la préfecture. Comme je vous ai parlé hier du prédicateur, le frère Hassani Kusen, qui est du village Lourche, comment tout doucement il a intégré la mosquée pour devenir après le président carrément de l'association qui gère la mosquée. Et alhamdoulilah, il a ses compétences, il a ses talents et il est un enfant d'ici. Mais ça ne va pas se faire sans dégâts. Parce que c'était contre-courant. Si j'étais soutenu par 2 ou 3 personnes, la grande partie n'était pas de mon côté. Je parle de la première génération, les parents. Il y en a qui sont passifs, qu'ils soient ou qu'ils n'y soient pas, ils s'en fichent. Il y en a qui sont contre, et ceux qui sont pour, il y en a 2 ou 3 parents. Mais la jeunesse, ils sont pour. Si on prend les tchos, comme ils disent dans le Nord, les petits, ils sont pour. Ils sont contents quand ils le voient. Ils s'assoient autour de lui, ils l'écoutent. Il a une bonne pédagogie. Parmi les choses réalisées durant 2 années, parce que j'ai commencé à Ecodin le 8 janvier 1995, je l'ai quitté le 30 novembre 1996. Je n'ai pas bouclé 2 ans, il m'ont manqué le mois de décembre. Et je me rappelle, cette année de 96, il y avait du verglas à Ecodin, il a neigé. Et je viens de me rappeler d'un détail, subhanallah. Quand j'ai parlé de la neige, le verglas m'a ramené à Metzborni. Je vais vous en parler. Voilà ce qui s'est passé exactement. Donc, durant cette période, alhamdoulilah, j'ai pu convaincre la direction d'aménager la partie, les 2 tiers qui restent en haut, à côté de l'appartement de l'imam, le grenier, c'est le grenier, pour bien dire les choses, de l'aménager pour les femmes. Effectivement, ils ont travaillé. Il y a un frère qui s'appelle Mohamed Bkhta, je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort. Il s'est proposé d'installer la sonorisation chez les femmes, et je suis parti avec lui jusqu'à Lille, ensemble. On a acheté un amplificateur bien sûr de son, micro, et il a acheté un amplificateur avec cassette. La cassette à l'époque c'était la matière de base. Et il avait l'habitude, ce Mohamed Bkhti, chaque vendredi, 1 heure avant la prière, de mettre la cassette d'Abd al-Basit sur Surat al-Kahf. Donc, la mosquée commence à prendre un peu de l'allure et un changement. Et le français, pour prédire l'islam et enseigner l'islam, il commence à s'installer, malgré qu'il y en a des opposants. Mais il faut y aller. C'est une nécessité, même une obligation. Et il faut supporter les coups, supporter les critiques. Et il y en a qui ne te rateront pas au virage pour régler les comptes. Concernant les enfants de l'école, et je vous ai dit à un moment, j'en avais 64 le matin, et presque égal l'après-midi, entre 100 et 130 enfants. C'est-à-dire, ça, le minimum c'est 100, et le maximum ça peut arriver jusqu'à 130. Parmi les accords que j'ai fait avec les parents, avant de commencer, je leur ai demandé de ne pas informer vos enfants que je parle français. Comme ça, ce sera un effet surprise.
Et d'ailleurs, les parents, ils étaient contre que je parle aux enfants français dans les cours. Ils veulent le Coran et l'arabe. Alors, je vous ai parlé de l'histoire tout au début, pour vous parler de l'importance de la langue du pays. Il faut savoir parler la langue du pays. Il y avait un jeune qui s'appelle Ibrahim, il se trouve dans la rangée derrière, la dernière rangée. Il y a un autre jeune qui s'appelle Rachid, devant lui. Ibrahim, il a pris une page, une feuille, et il l'a pressée jusqu'à en former une boule. Puis il l'a jetée sur Rachid. À ce moment-là où il l'a jetée, je l'ai vu. Et quand Rachid s'est retourné, il s'est passé qui? L'effet surprise. Il dit c'est qui? Il commence à crier, Rachid qui m'a... Et j'ai dit Ibrahim, viens. Il est venu. Je lui dis en arabe, ta'ala. Il est venu. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai rien fait. Je dis, je t'ai vu. Je t'ai vu. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, non, je n'ai rien fait. Alors je lui ai dit, retourne à ta place et ne recommence pas. Tout ça, c'est en arabe. En se retournant pour rejoindre sa place, il me sort une phrase en murmurant, fils de. Vous savez, vous connaissez la suite. Alors là, ça va être l'effet surprise. Je dis, Ibrahim, retourne et recommence et redis ce que tu as dit. Je lui dis quelque chose comme ça, redis ce que tu as dit. Il s'est retourné, il y avait l'effet surprise. Ah, tu parles français? Et il n'est pas le seul. La classe entière, garçons et filles. Il parle français, il parle français. Pourquoi? Parce que l'imam avant moi, Hassan Dourzazat, ils avaient l'habitude de l'insulter en français, mais ils ne comprennent pas. Ils murmurent comme ça entre eux et ça les fait marrer et rigoler, étant donné qu'ils ne peuvent pas les coincer. C'est-à-dire, ils peuvent sévir, l'insulter en français et rien ne leur arrivera. Alors oui, je parle français. Cet événement et le fait que les élèves savent que je parle français, ça a changé la donne dans la classe. Il y avait plus de respect, plus de communication, et je les ai motivés avec des 5 francs, des 10 francs, s'ils apprennent leur chapitre. Et il y avait un accord, un respect qui s'est installé. Et c'est là où je comprends quand les anciens disaient, apprendre une langue, la moindre des choses, elle te préservera du mal des gens de cette langue. Le fait que je parle français, ça m'a préservé avec les jeunes. Et ils me respectaient. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le beau et l'intelligent et le malin. Et ils ont le dessus. Ils ont un plus. C'est qu'ils insultent l'imam en français, lui, il ne comprend pas. Et donc un climat de respect s'est installé. Même je vous ai parlé du jeune qui est mort, rahmatullahi alayh, dans cette nuit du jeudi à vendredi, j'implore la miséricorde d'Allah et le pardon pour ce jeune homme qui s'appelle Smaïl Antar. Il est mort dans un accident de camion, il était chauffeur, c'est ce que j'ai appris en 2017. Je me rappelle, il y avait la Deux-Casses. Et la Deux-Casses, c'est le manège un peu, le cirque, à la place. Et Allah est témoin, j'avais une bague comme celle-là, dans ma main. Et je ne sais pas sur quoi je me suis fâché, j'ai levé ma main et l'a touché ici. Et donc, il a laissé une trace bleue. Et je ne l'ai pas fait exprès, ce n'est pas une gifle que je lui ai donnée, c'est sur la colère. Et c'est un samedi, l'après-midi. Et donc, je n'ai rien dit à ce jeune. Et son père ne m'a rien dit. Mais j'ai expliqué au papa comment ça s'est passé. Que ce n'est pas une volonté de frapper ton fils, c'est là-bas qui est parti de ma main, le revers. Et c'est là-bas qu'il a touché. Le mercredi, plutôt. Parce que je les reçois mercredi, samedi, dimanche, quand il n'y a pas les vacances. Quand il y a les vacances, je vous ai dit, de samedi jusqu'à jeudi. 6 jours. Alors il me dit, tu sais ce qui s'est passé au collège? Il était au collège. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, l'assistante, elle est venue me voir. C'est vrai, c'est l'imam qui t'a frappé sur ta joue? J'ai dit non. Je dis quoi? Je lui ai dit non. Il m'a dit, ça va faire des problèmes.
Et j'ai dit qu'il a informé. Il m'a dit quelqu'un qui a été balancé, Antar à la mosquée, il a été frappé. Ismaïl. Rahmatullahi alayh. Il lui a dit alors qui t'a frappé? Il lui a dit à la 2 casses. Je me suis disputé avec un jeune et il m'a donné un coup de poing. Et l'affaire, elle est réglée. L'affaire a été réglée. Je dis barakallahu fika ouldi. Et je pourrais avoir le témoignage de tous les élèves de la classe que je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est pour ça qu'il y avait un certain amour et échange qui s'est installé entre moi et les jeunes. Je n'aime pas la violence. Pour vous dire, le risque qu'encourt l'imam en enseignant ou un enseignant dans une école. Il faut faire très très attention, surtout les lois, et ne favorise pas ce côté-là. Au contraire, elles protègent les enfants, ils ont tout à fait raison de les protéger. Et donc voilà, j'ai introduit Matn ibn Ashir et j'ai introduit les chants religieux, l'Amdah al-Nabawiyya. Et donc j'ai formé une équipe qui avait l'habitude d'aller dans des soirées avec moi pour faire des chants religieux. Ils ont appris avec moi 3 ou 4 chants religieux. J'ai choisi la chorale qui le fait et je chantais avec eux et même ils venaient à la mosquée hors classe et je répétais avec eux et alhamdoulilah j'ai commencé à les faire sortir même dans une soirée avec l'église à Denain. Il y avait une soirée, je ne sais pas quel, le carême ou quelque chose, où les jeunes des Koda ils ont participé avec une chorale. Ça je me rappelle, un chant sur le prophète alayhi as-salatu was-salam. Mais après mon départ il n'y avait personne pour prendre la relève et la continuité. C'est ça le malheureux. Et donc on a même pu organiser une conférence avec le frère Hassan et c'est là où je vais faire la connaissance de certains frères qui vont venir de Lille pour assister à la conférence de Hassan dans la mosquée des Codins et c'est là où je vais faire connaissance de Mohamed bin Salman. Mohamed, c'est pas Ben Salman, Mohamed Suleyman Ben Suleyman. C'est Mohamed Ben Hadadi al-Saoudia, non, pas celui-là. C'est un frère qui était le responsable de l'antenne Secours islamique à Lille. Mohamed Salman, je crois. Ça fait longtemps, je ne me rappelle pas totalement, mais je sais qu'il y a Suleyman et Mohamed, l'essentiel. Et je leur ai parlé du programme. Le passage du frère Hassan et qu'il soit actif, il anime et introduit dans la mosquée, ne va pas se faire son dégât, sûr et certain. Et le frère que je lui dis, tais-toi, c'est moi qui viens de guider la prière et tu dois me respecter et moi je n'ai aucun intérêt pour le langage français, il est bien pour vos enfants, ce jeune homme, c'est eux qui vont en profiter, surtout que lui il est sollicité à travers toute la France, même à l'extérieur de la France, en Belgique aussi. Et là il le fera gratuitement, gracieusement. Avec vos enfants, c'est son village, c'est son quartier, c'est sa zone. Alors il va sortir de la mosquée, il va commencer à crier, je l'ai entendu de chez moi, j'ai donné 5 000 pour acheter cette mosquée et moi aussi je dois avoir une parole et c'est pas un imam et puis entre parenthèses il m'insulte qui va me commander et qui va m'empêcher de parler. Et le lendemain c'était le vendredi, donc ils vont réussir à le calmer. Il n'a pas voulu venir le vendredi parce que normalement il est parmi les premiers dans la mosquée et pendant que j'étais en train de faire le prêche, je le vois rentrer avec une troupe, c'est-à-dire ils l'ont forcé à venir pour créer la paix. Mais là je vais faire une erreur parce que ça vibre encore dans mes oreilles. J'ai donné 5 000 francs, c'est-à-dire un demi-million français anciens. J'ai donné 5 000 francs pour l'achat de cette mosquée. Alors je vais m'emporter sur le minbar et je vais dire, si la mosquée elle est Allah, 1 part, 10 vient. On va perdre 1, mais on va gagner 10, parce que la mosquée est Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va veiller sur sa mosquée. Mais si ce n'est pas la mosquée Allah, et que chacun a cotisé pour avoir un mot, et pour avoir de la commande, et surtout sur l'imam, alors j'ai utilisé un mot qu'on utilise chez nous en Iqlim Shawiya, au Maroc, toi et ton argent, c'est pas malsain, c'est pas un mot... c'est pas un mot d'obscénité ou de vulgarité, mais c'est un mot qui se dit dans le dialecte marocain. Et je l'ai dit sur le minbar.
Alors il s'est levé, il n'a pas fini sa Jumu'ah, il est reparti. Et là, j'ai pris ma décision. Pourquoi j'ai pris ma décision? Je vous ramène au deuxième élément. Un jour, j'avais la visite de ma mère du Canada, il va rester avec moi jusqu'à la saison du pèlerinage. Le pèlerinage, il était vers le mois d'avril, mois de mai. Comme actuellement par rapport au mois de Ramadan. Un jour, 8h30 du matin, on toque à la porte, au grenier, quelqu'un toque. J'y vais, j'ouvre, je vois un homme français devant moi. Il se présente, Jean-Claude, commissaire des renseignements généraux, ou inspecteur des renseignements généraux. Je ne me rappelle pas, est-ce qu'il a dit inspecteur ou commissaire? Jean-Claude, du commissariat de Valenciennes. On peut discuter, oui. Veuillez descendre avec les passeports des gens qui sont avec vous. Il me dit comme ça, les gens qui sont avec vous. Il ne m'a pas dit le passeport de votre épouse ou de votre fille. Il me dit les gens qui sont avec vous. Qui est avec moi en plus, c'est ma mère. Donc ils ont l'information. Je descends effectivement avec 4 passeports, 3 Canadiens et un passeport français, marocain. L'épouse, il n'a qu'un passeport marocain. Il est rentré avec visa touriste. Moi, ma fille, ma mère elle est canadienne aussi. Donc je dépose le passeport, il prend le premier de celui de mon épouse, il le regarde, et puis il prend un petit calepin qu'il a dans la poche et il note. Et je présume qu'il a noté le numéro, et la validité, le nom, le prénom de madame. Puis je lui passe le mien. Il fait comme ça. Il regarde mon passeport, il tient sa tête comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il m'a dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, à l'époque, c'était Pasqua. Il fait tout pour bloquer l'arrivée des imams de l'Afrique, en l'occurrence le Maghreb, et tout nous tombe du Canada. Exactement le terme qu'il a dit. Il regarde le passeport, il est resté figé. C'est-à-dire, il a une information, et en regardant le passeport, il a eu la confirmation. Puis il a regardé celui de ma fille, celui de ma mère, j'ai dit, c'est ma mère. Il m'a dit non, les Canadiens, ils ont 90 jours, ce n'est pas un problème. Madame, elle a dépassé les 90 jours, une année presque. Donc il a pris toutes les informations et il m'a donné rendez-vous le lundi. Il m'a dit, tu viens au commissariat, vous venez au commissariat, on va en discuter, on va mettre tout ça au clair. Pour moi, c'était une opportunité. Peut-être que c'est l'occasion pour régulariser un petit peu les papiers, régler le problème des papiers. Parce que c'était une condition dans le contrat avec la mosquée des Codins. C'est une condition. Que je sois en situation régulière. C'était une condition indiscutable. Parce qu'en Hollande, j'étais en situation régulière. J'ai passé une année en Hollande et quelques mois, ils m'ont donné 18 mois. Le gouvernement, la police hollandaise, il m'a donné 18 mois. Même, je me rappelle quand je suis parti chercher les preuves comme quoi j'étais en Hollande pour les donner à la préfecture de Lille. Le policier qui m'a reçu en Hollande, il m'a dit « Ce serait bien si vous pouvez revenir à Rotterdam, on a besoin de quelqu'un de communication comme vous. » Je dis « Non, c'est à cause de la langue. » Je lui ai expliqué que ma femme m'a rejoint, ma fille. Voilà. Alors le lundi, je vais le voir. Je suis parti le voir, pardon. Je vais le voir. Il me reçoit. Il était accueillant, poli. Comme je vous dis, je me rappelle Jean-Claude, c'est sûr et certain. Et on discute, même on a échangé quand il était à la mosquée, il parle un peu arabe, hein. Il sait lire l'arabe. Il m'a dit, écoute, je vais être franc avec vous. Si vous comptez sur la mosquée des Codins pour être dans une situation régulière, vous rêvez. Ces gens-là n'ont pas la capacité de vous mettre dans une situation régulière. Je dis, quoi faire? Il m'a dit, soit que vous trouvez une mosquée plus grande, parce que autant que la mosquée est plus grande par ses fidèles, autant que vous avez des chances d'être régularisé. La mosquée des Codins, c'est un coin perdu. Et c'est une petite communauté, ils ne se casseront pas la tête à vous régulariser. Il était clair. Sinon, ne soyez pas surpris qu'un jour vous recevez une décision préfectorale de quitter. Donc c'est devenu du sérieux. Ça, c'est la deuxième cause. Donc la première cause, les conflits qui commencent à s'installer parce que j'ai intégré le français et en particulier le frère Hassan.
La deuxième raison, c'est celle-là. Alors j'ai demandé réunion avec le bureau. Il y avait parmi eux un jeune qui s'appelle Jawad. Et je leur ai dit, voilà ce qu'il m'a dit le commissaire ou l'inspecteur. C'est pas à Ecodin que tu seras régularisé. Alors vous en dites quoi? Et pourtant vous m'avez promis. Alors il y en a qui me disent non, continue, ne crains rien, tu vois, tu as passé une année plus avec nous, il ne s'est rien passé, ils ne feront rien. Je dis non. Ah, moi je ne viens pas d'une forêt ou d'une jungle. Il faut être réglo. Vous m'avez promis, et ça vous ne me l'avez pas dit au début. Et moi je veux être dans une situation régulière. J'ai mes documents. Ma femme ne va pas passer des années ici à attendre pour voyager. Si moi j'ai le passeport canadien qui me permet de sortir et de rentrer, elle restera coincée. Donc, je veux que ça soit clair. Ce frère, qui est le jeune Jawad, il a fait une proposition. Bon, écoute, on peut faire un contrat commercial, étant donné qu'elle a du commerce, boucherie, fruits et légumes, fruits secs. On peut faire un contrat, mais tu exerces dans la mosquée, mais tu es déclaré exercer dans mon commerce. Je dis, je n'aime pas ça. C'est flou, c'est louche. Je suis imam dans la mosquée, je dois être déclaré imam, point à la ligne. Alors je leur ai donné, c'était je crois le mois de février ou le mois de mars, avant d'aller au pèlerinage, je leur ai donné un ultimatum. J'ai dit d'ici la fin de l'année, s'il n'y a pas régularisation, et le problème n'est pas résolu, j'arrête. Je ne peux pas continuer. Là, je continue parce que j'ai ma mère, ma fille qui est scolarisée, mais à la fin de l'année, j'arrête. Et donc, ce sont des éléments qui se sont rassemblés et j'ai décidé d'arrêter. La chose de laquelle je me rappelle, je me suis arrêté fin novembre, et il y a une mosquée qui m'a contacté. Et celle-là, je ne l'ai pas dit en arabe. À Metzborni. Et je me rappelle, il neigeait à Ecodin. Et sur toute la route, jusqu'à Metzborni, qui n'est pas loin de Luxembourg, il y avait de la neige. Et on est parti avec une voiture Mercedes 300 de couleur blanche. Et c'est toute une histoire, cette Mercedes, que je vais vous raconter samedi prochain, Inch'Allah, si Allah me donne longue vie. Et quand je suis arrivé à Metzborni, il y avait un problème de communication. La personne qui m'a pris rendez-vous, et comme quoi ces gens-là cherchaient un imam, il m'a dit il faut être là-bas à 12h30. Il faut être là-bas à 12h30. Et le Jumu'ah commence à 13h. C'est une fausse information qu'il m'a donnée. Eux, ils commencent le Jumu'ah à 12h15, ils finissent à 12h45 maximum, tout est fini. On arrive à 12h30, ils étaient en pleine prière, quelqu'un d'autre a mené la prière, les gens nous ont invités à Metzborni, on a mangé chez eux, masha'Allah, alhamdulillah, et ils m'ont dit voilà, c'est une mosquée qui est à côté de l'Intermarché. Je ne me suis pas mis d'accord avec eux, on a mangé, et je leur ai posé le problème des papiers. Il m'a dit on n'a aucune garantie. Au moins, eux, ils étaient clairs dès le départ. On n'a aucune garantie pour la régularisation de tes papiers. On peut toujours essayer. Je ne sais pas les autres raisons. Ça ne m'a pas intéressé. Sérieusement, ça ne m'a pas intéressé. Il y avait de la neige et tout. Ça ne m'a pas intéressé. Ce jour-là, c'était neigeux. Et donc, on a repris le chemin vers Ecodin. Et j'ai demandé à l'association qui gère la mosquée d'Ecodin s'ils peuvent m'accorder un mois que je peux rester dans le logement jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un pour me remplacer bien sûr, et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala me donne une autre opportunité ailleurs pour continuer à faire imam. Et c'est ce qu'on verra Inch'Allah le samedi. Je voulais conclure le dars d'aujourd'hui. Parfois tu es obligé de marcher contre courant dans la vie. Tu as des convictions, tu as une détermination, et la conviction elle doit être bonne. Tu dois être sûr que c'est la bonne décision. Me concernant, intégrer le français dans la mosquée d'Ecodin,
Pour moi, c'était une conviction indiscutable. Je marche contre courant, oui. La grande partie, comme je vous ai dit, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai instauré le discours en français, il y a un hajj. Et ce hajj, il a un vice. Peut-être vivant et peut-être il est mort. Allahu a'lam. Son vice, il avait l'addiction au jeu du hasard. Loto, grattage. Il est connu. Wallah, ses cheveux sont blonds. Et c'est un hajj. Mais il a ce vice-là. L'été 96, il va revenir du Maroc après les vacances. Il va m'interpeller. Il m'a dit, j'étais à Marrakech. Et j'étais voir le conseil d'un imam que je connais là-bas. Et je lui dis, on a un imam qui fait le discours en français. Il m'a dit, c'est haram. Il m'a dit, toi tu nous dis que c'est quelque chose qu'il faut. Alors moi, quelqu'un là-bas que je connais, il connaît la religion, il m'a dit c'est haram. Et pendant qu'il me parlait, je voyais dans sa poche de sa chemise, je voyais le 649, ici, dans sa poche, et d'autres feuilles de grattage. Je lui ai dit le hajj. Il m'a dit quoi? J'ai dit pourquoi tu lui as pas demandé ce que tu as dans la poche, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Et c'est plus grave. Il m'a dit de quoi tu parles? Je dis regarde ce que tu as dans la poche. Il ne sait plus quoi dire. Toi tu joues le jeu d'hasard, le maysir. Allah subhanahu wa ta'ala il a rassemblé le khamra ou le maysir. Les jeux, le poker, le grattage, tout ça c'est illicite. Et tu es parti poser la question sur quelque chose qui ne te concerne pas. Et il est bon pour vos enfants. Alors, sache que dans la religion, occupe-toi de ce qui te regarde. S'il y a une question que tu devrais lui poser, pose-lui la question sur les choses que toi tu fais, ils sont illicites. Comment faire son repentir? Comment Allah va me juger? Au lieu de lui dire et venir avec la fatwa, comme quoi un cheikh là-bas, un alim là-bas, il t'a dit le français sur le minbar est illicite. Il ne faut pas craindre le changement. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas le courage de prendre une initiative pour le changement bien fondé, bien sûr, un changement bien fondé. Parmi les choses, et j'en parlerai, Inch'Allah, que j'ai vécu à Nîmes, il y a un jeune qui s'appelle Madani, lui aussi, il marchait contre courant. Il a voulu intégrer la télévision et la transmission en direct, qui est devenue une chose banale aujourd'hui. La transmission en direct dans une mosquée. Mais en 2002 ou en 2003, il était avant 100 ans ce frère-là. Il a ramené la télé, il a ramené la caméra, il a le câblage, il a descendu la télé chez les femmes, la caméra, il a pris l'imam en position et il a fait le direct. Mais on dirait que c'est la fin du monde à la mosquée Lumière et Piété à Nîmes. Ça fait une grande fitna. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas venu. Il a osé, je lui ai donné mon accord, il y a un responsable qui lui a donné l'accord, mais le responsable, comme la politique, lui a dit si les gens font le bruit, je ne te connais pas, parce qu'il a peur pour sa responsabilité et son poste. Et effectivement, quand il y avait le bruit, les vieux ils ont commencé, c'est quoi ça? Nos femmes regardent l'imam, depuis quand la télé est dans la mosquée? L'autre il a dit je ne suis pas au courant. Ben, qui a encaissé? Le monsieur qui a filmé et l'imam qui s'est laissé filmer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين